Rester au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bonsoir à toutes et à tous à ce magazine d'information Humura Burundi de ce 9 avril 2020 dont voici les principales articulations. L'un des assassins qui court encore affirme que Ernest Manirumva a été assassiné par des hautes autorités du gouvernement burundais d'alors. Une révélation qui tombe après 11 ans de son assassinat. La société civile burundaise et la défense d'Ernest Manirumva promettent de tout faire pour obtenir justice sur cet ignoble assassinat. Depuis 2 jours, une famille a élu domicile devant le bureau du procureur en province Kirundo. Elle demande justice car ces maisons ont été incendiées et pillées par des Imbonerakure qui jusqu'ici ne sont pas inquiétés. Les contributions forcées restent une réalité au Burundi. International Crisis Group dénonce et voilà pour le sommaire. À la présentation, Trésor Niyongabo et Mestev Niyongeko assurent la mise en onde. Ouvrons ce journal par page sécurité. Un corps sans vie d'une veuve nommée Grégonine Daïsaba a été découvert ce mercredi sur la colline Kagoma en commune Vianda de la province Bururi. D'une vie solitaire, la défunte aurait été tuée à coups de poignard la nuit de ce mardi et son corps a été découvert à son domicile sans aucun signe qui prouve qu'il s'agit d'un meurtre à domicile selon des sources sur place. Selon des informations proches de l'administration provinciale, l'administrateur communal ainsi qu'un officier de la police judiciaire ont été dépêchés sur les lieux ce jeudi matin pour faire le constat et amorcer des enquêtes. Sans transition, page justice de ce journal, il y a 11 ans, jour pour jour, l'activiste anticorruption Ernest Manirumva a été assassiné par les cadres de l'appareil sécuritaire burundais. À cette époque, il a enquêté sur le trafic d'armes et de minerais entre les officiels burundais et le mouvement génocidaire rwandais FDLR. C'était en 2009. Les investigations que la RPA a menées avaient abouti aux aveux de l'un des policiers enrôlés dans cet assassinat. Le policier Gilbert Habyarimana témoignait au micro de la RPA. Mbona Colonel Nikiza David niko guca ambwira ngo nurire imodoka hanyuma tugenda kuri la pirogue sangayo General Ndirakobuca Jeruve batazira ndakugari sangayo na General Nshimirimana Adolphe dusanga na Capitaine Pacifique na Major w'Amahoro Desire hanyuma baravuganye ko barabategetsi twebwe tuguma ngaho turarindiye bahejeje turataha hanyuma Le colonel Davidi m'a pris avec sa camionnette à destination du bar La Pirogue et nous y avons trouvé les généraux Gervais Ndirakobuca alias Ndakugarika, le général Adolphe Nshimirimana, le capitaine Pacifique ainsi que le major Désiré Uwamahoro. Ils ont fait des réunions, je pense, 3 jours successifs. Et c'est le 4e jour qu'on s'est rendu chez le général Adolphe et c'est à partir de chez lui que nous sommes allés à Mtanga Sud. Arrivés là-bas, ils nous ont pointé dans différentes positions du coin. Et soudain, j'ai vu une voiture qui arrivait devant un portail. Ils l'ont suivi et capturé. Ils l'ont fait monter dans la camionnette de police. Et nous sommes descendus au quartier Kigobe, dans un immeuble qui ressemblait à un bureau. Ils n'y ont pas traîné. Ils sont sortis toujours avec la personne que je ne connaissais pas encore et qui n'était pas avec nous auparavant. Nous avons pris la route et nous nous sommes dirigés en ville et nous sommes passés devant l'hôpital clinique Prince-Louis Gouagasore avant de nous arrêter devant les bureaux de la Commission nationale chargée du désarmement de la population civile. Devant ces bureaux, nous avons reçu l'ordre d'empêcher toute circulation autour de cet immeuble. Après, les chefs sont entrés et toujours avec la personne inconnue. Quelques minutes plus tard, le général Adolphe Nshimirimana est sorti pour nous dire de laisser entrer un minibus qu'il avait fait venir.
Et quand le minibus est arrivé, ils sont tous sortis, soulevant dans les bras le corps de la personne. ari batatu bamushira mu ntuze mu minibisi acatubwira yuko twurira imodoka. Juste après cet assassinat, le régime avait déjà désigné les coupables à arrêter. C'est ainsi que ce policier a été chargé d'accuser l'homme d'affaires Hilaire Ndaizamba. Après avoir refusé d'accuser l'homme d'affaires, le régime a décidé d'éliminer certains parmi les auteurs du crime. Suivez encore une fois le policier Gilbert Havyarimana. Pour la première fois, après, j'ai répondu à la convocation du général Gervin Drakobucha alias Ndakugarika. Il m'a sollicité pour accuser l'homme d'affaires Hilaire Ndaizamba. En face de lui, j'ai accepté que j'allais le faire, mais c'était vraiment pour sortir vivant. Après, je n'ai plus répondu à ces convocations. Et c'est après que j'ai constaté, d'ailleurs, la disparition de certains policiers avec qui nous étions lors du crime. Et j'ai compris que le régime procédait au nettoyage de certaines personnes enrôlées dans cet assassinat. Vous voyez vous-même comment ils viennent de tenter d'éliminer ce policier chauffeur. Et d'ailleurs, vous l'avez également vu, le capitaine Pacifique qui a refusé de participer à cet assassinat, il a été la première victime de cette chasse à l'homme. Dans nos éditions ultérieures, nous reviendrons sur les autres aspects de ce crime d'État. Entre-temps, l'avocat de l'Olucom dénonce également le manque de volonté de la justice burundaise qui est plus qu'évidente. Maître Alexis de Suef parle des pressions du gouvernement et du président Pierre Nkurunziza sur cette justice. Si la cassation qui a l'affaire depuis 7 ans n'agit toujours pas, l'avocat évoque une option de saisir la justice internationale afin que la famille et les Burundais puissent savoir pourquoi Ernest Manirumva a été assassiné. Maître Alexis de Suef. Il n'y a pas de nouveau dans la procédure. La Cour suprême refuse de traiter le pourvoi en cassation que nous avons introduit en 2013 déjà. L'affaire avait été fixée à 2 reprises devant la Cour suprême. À chaque fois, ces audiences avaient été remises à des dates ultérieures pour des motifs complètement fallacieux. La dernière audience remonte au 4 septembre 2014 et a été remise sans date. Depuis lors, rien ne s'est passé. On constate que, visiblement, il y a un manque d'indépendance de la justice, des magistrats, vraisemblablement sous pression du gouvernement, du président Nkurunziza. Et ce manque d'indépendance de la justice mène à ce déni de justice que nous constatons pour l'assassinat de Ernest Manirumva. La justice doit faire preuve et doit se réapproprier son indépendance. Si elle veut exister comme pouvoir judiciaire face au pouvoir exécutif, il faut qu'elle fasse preuve d'indépendance. Au besoin, si la Cour de cassation ne prend pas ses responsabilités, nous saisirons des instances internationales, nous alerterons le rapporteur spécial des Nations Unies sur l'indépendance des juges et des avocats pour dénoncer ce manque d'indépendance de la justice burundaise. Nous pensons que la famille d'Ernest Manirumva, l'Olucom dont il était le vice-président, mais aussi les citoyens burundais ont le droit de savoir pourquoi Ernest Manirumva, qui enquêtait sur la corruption qui mine le Burundi, qui impliquait des hauts responsables de l'État, pourquoi il a été assassiné. Le citoyen burundais est en droit de savoir ça. De son côté, la société civile considère que la justice burundaise n'a jamais donné de la lumière sur l'assassinat de cet activiste des droits humains qui enquêtait sur des armes commandées par la police burundaise puis acheminées aux Interahamwe en République démocratique du Congo. Convaincu qu'Ernest Manirumva a été assassiné sur ordre des hauts cadres du gouvernement impliqués dans ce dossier d'armes, la société civile burundaise, dans la campagne Justice pour Ernest Manirumva, déplore l'inertie de la justice burundaise, mais promet qu'elle reste déterminée afin que la vérité finisse par éclater au grand jour. Suivez plutôt Pacifique Nininhazwe, président du FOCODE. Il enquêtait sur des armes
qui était commandé par la police burundaise, alors dirigée par le général Bunyoni, des armes qui n'arrivaient pas dans les stocks de la police, mais qui étaient envoyées au Robert FDLR en République démocratique du Congo, comme l'a montré le rapport des experts de l'ONU sur le Congo. Plusieurs rapports ont démontré l'implication de hautes personnalités de la police burundaise et du service national de renseignement dans le meurtre d'Ernest Manirumva. Malheureusement, la justice burundaise a complètement ignoré les recommandations de tous ces rapports. 11 ans après l'assassinat d'Ernest Manirumva, la justice burundaise n'a jamais auditionné les commanditaires de l'assassinat d'Ernest Manirumva. 11 ans aussi après l'assassinat d'Ernest Manirumva, Pierre Nkurunziza a gracié les exécutants de son meurtre, de telle sorte qu'aujourd'hui, personne parmi les gens impliqués dans l'assassinat d'Ernest Manirumva n'est plus poursuivi par la justice burundaise et n'est plus dans les prisons du Burundi. Il n'y reste qu'un bouc émissaire, l'homme d'affaires Hilaire Ndayizamba, qui, à notre avis, n'est pas impliqué dans cet assassinat, puisque la justice burundaise n'est jamais arrivée à prouver l'implication d'Hilaire Ndayizamba dans cet assassinat. C'est dire que le dossier Ernest Manirumva est l'image même de la gouvernance en cours au Burundi et l'image de la justice burundaise. Mais comme nous l'avions promis après l'assassinat d'Ernest Manirumva, nous allons continuer à nous battre pour la vérité et pour la justice sur ce dossier. Nous ne savons pas le temps que cela va prendre, mais tôt ou tard, les auteurs de l'assassinat de Manirumva finiront par payer. C'était Pacifique Nininahatzwe, président du FOCODE. Une courte pause et poursuivons ce journal avec la page Droits de l'homme. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. L'organisation International Crisis Group demande au gouvernement burundais d'arrêter définitivement la collecte des contributions forcées. ASG indique qu'en réalité, ces contributions n'ont pas jamais été suspendues malgré le discours politique dans ce sens. Émile Nibasumba a scruté son rapport. L'organisation ICG parle d'abord des contributions électorales qui, selon elle, sont toujours collectées au Burundi. Malgré l'arrêt officiel du système de contribution en juillet 2019, les fonctionnaires du gouvernement et la milice Imbonerakure continuent d'extorquer les contributions, indique l'organisation dans son rapport sorti ce mercredi. Selon International Crisis Group, ces collectes sont effectuées de manière moins systématique et à une échelle moins large, mais elles persistent. Les personnes qui refusent de payer ou qui critiquent la collecte continuent de faire l'objet de menaces, poursuit l'ICG. Dans son rapport, l'organisation internationale parle également d'une autre sorte de contribution forcée. Selon elle, le gouvernement a inauguré d'autres systèmes de collecte. Les responsables des Imbonerakure et du parti CNDD-FDD intimident les Burundais pour qu'ils contribuent à la construction des bureaux du gouvernement et du parti. La population est contrainte à contribuer également à la célébration des journées spécifiques. L'ICG cite à titre d'exemple la journée des Imbonerakure du 17 août dernier et la journée internationale des enseignants le 11 octobre. Et récemment, en janvier 2020, les Imbonerakure et les chefs locaux ont fait du porte-à-porte pour obliger les habitants de Gitega à contribuer à hauteur de 500 francs au bon déroulement d'une prière collective la veille de la nomination du candidat au présidentiel du parti au pouvoir. International Crisis Group rappelle également que les habitants de Bujumbura ont contribué à hauteur de 1500 francs et ont été obligés de fournir de la nourriture pour le même événement.
Cette organisation dénonce également l'attitude du candidat du CNDD-FDD, Évariste Ndayishimiye, qui, s'appuyant sur la coutume de Nkurunziza, demande également aux visiteurs une contribution en espèces et en nature lorsqu'ils viennent le voir. Les membres, tout comme les non-membres du parti, doivent contribuer, signale cette organisation. Afin de contribuer à apaiser les tensions à l'approche des élections de mai, toutes les contributions forcées devraient cesser d'une manière définitive, selon l'ICG. Les autorités actuelles devraient également s'engager à clarifier la manière dont les fonds ont été dépensés et à enquêter sur les personnes impliquées dans les détournements de ces fonds, exige l'organisation International Crisis Group. Émile Nibasumba, page gouvernance pour clore cette édition. L'association de la diaspora burundaise de Belgique demande au gouvernement burundais de revenir sur sa décision de refuser aux Burundais de nationalité belge de rentrer en Belgique. Athanase Nkunda, le président de cette association, indique que ces Belgo-Burundais ont le droit de voyager d'une part, mais aussi qu'il y a des malades parmi eux. Vicky Chris Nheretse nous fait le point. Dans une correspondance adressée au ministre des Affaires étrangères ce 9 avril, l'association de la diaspora burundaise de Belgique, DDB en sigle, demande au gouvernement du Burundi de laisser passer les Burundais ayant la nationalité belge qui ont été interdits de rentrer en Belgique. Bakunda Athanase, président de cette association, indique que figurent aussi des malades. Nous avons adressé une lettre au ministre des Affaires étrangères burundais parce que nous avons été surpris d'apprendre qu'il y a des Burundais qui ont aussi la nationalité belge qui ont été bloqués. Donc parmi ces personnes, il y a des personnes qui ont des problèmes, qui ont des précarités au point de vue santé. Nous avons entendu qu'il y a des personnes qui sont en chaise roulante, il y a des personnes qui ont des maladies chroniques comme l'hypertension, comme le diabète, qui ont besoin des médicaments, qui ont besoin aussi de voir le médecin traitant ici et qui ont besoin aussi de continuer les examens. Il y a des personnes aussi qui sont des salariés qui veulent rejoindre leur emploi. Il y a aussi des élèves, il y a aussi des étudiants qui étaient en stage. Il y a des personnes aussi qui avaient des responsabilités au niveau familial ici en Belgique. Donc, on n'a pas énuméré, bien sûr, tous les problèmes qu'ils ont. Athanase Bakunda souligne qu'aucune loi n'a été violée par ces Belgo-Burundais. Par contre, cette mesure du gouvernement pourrait effrayer d'autres étrangers qui aimeraient visiter le Burundi. Nous avons aussi essayé aussi de consulter pour voir ce qui se passe au niveau de la constitution burundaise, au niveau de la déclaration de l'université des droits de l'homme, au niveau de CDH, donc la Commission internationale des droits de l'homme. Nous avons vu que ces personnes ayant la double nationalité et avaient le droit aussi de voyager, de partir du Burundi pour aller en Belgique. Si jamais on pouvait débloquer donc cette situation, ça serait une bonne chose aussi d'encourager les Burundais qui sont en temps belge d'avoir toujours le même courage pour venir investir au Burundi. Pour rappel, ils sont au nombre de 30 les Belgo-Burundais qui ont été bloqués à l'aéroport de Bujumbura alors qu'ils partaient pour la Belgique il y a presque une semaine. À propos de cette correspondance, nous avons essayé de joindre Ezekiel Nilagira, ministre en charge de la coopération, mais sans succès. Merci à Vicky Chris Ninheretse. Toujours sous ce chapitre gouvernance, le personnel et les patients qui fréquentent les centres de santé de Gasakuza et Ngara en province Rutana saluent la mesure prise par les responsables sanitaires de limoger les titulaires de ces deux centres de santé. Ils sont accusés de mauvaise gestion et de détournement des fonds. Les détails avec Onésime de Shimagize. Eric Ndouayo, titulaire du centre de santé de Gasakuza, en commune et province de Rutana, a été accusé d'avoir détourné les primes d'encouragement du personnel quand il était titulaire du centre de santé de Nyamure. Il a été aussi reproché d'avoir séquestré battu une femme après l'accouchement à la maternité du centre de santé de Gasakuza dont il fut responsable. Il aurait également détourné les fonds de cette structure sanitaire. Pire encore, Eric Ndouayo s'est absenté à la garde la nuit de vendredi de la semaine dernière. Les patients qui ont fréquenté ce centre de santé la nuit du 3 avril, dont une femme qui allait accoucher, ont été obligés de rebrousser chemin car personne n'était pas là pour les aider.
Un autre titulaire qui a été limogé de ses fonctions s'appelle Lazare Sengiyumva, responsable du centre de santé d'Ongara en commune Mpingakayove. Il est reproché d'absentéisme au travail pour s'occuper de ses affaires personnelles. Selon le personnel, Lazare Sengiyumva étudie à l'une des universités du chef-lieu de la province Gitega. Il est aussi accusé de faire du commerce frauduleux des médicaments. Le personnel, tout comme les patients qui fréquentent ce centre de santé, se réjouissent de cette mesure, bien qu'elle ait été prise tardivement. Onésime Dushima-Gidze, une famille de 14 personnes vient de passer 2 jours devant le bureau du procureur en province de Kirundo. Elle demande justice pour avoir été victime des Imbonerakure qui ont incendié et pillé ses maisons depuis plus d'1 mois sur la colline Kilavumba en commune Busoni dans la province Kirundo. Plus de détails avec Walter Kwidzer. Cette famille qui vient de passer plus d'1 mois sans abri est celle d'Emmanuel Choyitungie. Cette famille est composée de 9 enfants et de 5 adultes. Nos sources dans la commune Busoni indiquent que les maisons de cette famille ont été brûlées et pillées par les Imbonerakure. Depuis le 5 mars de cette année, la famille d'Emmanuel Choyitungie, responsable du parti SNL dans la zone Mukegwa, n'a été du tout stable car on a brûlé ces 4 maisons, parmi lesquelles la maison du chef de la famille, celle de la mère et celle de son frère. Le même jour, on a volé et brûlé aussi sa moto, 2 vélos et 14 chèvres. Ceux qui ont commis ce crime sont connus. Ce sont les Imbonerakure de la zone Mukegwa. Après, cette famille s'est réfugiée à la commune Busoni et a porté plainte contre ses bourreaux, mais en vain. Par après, cette famille a quitté son ménage et s'est dirigée au bureau communal pour porter plainte et demander au secours, mais personne n'aura aidé. Une fois chez le gouverneur de cette province, cette autorité l'a accompagné avec l'administrateur sur sa colline d'origine et ont exigé à tout ce qui lui a volé de lui rendre les objets volés, mais rien n'a été rendu. Jusqu'à présent, cette famille n'a aucun secours. Les autorités de la province n'ont rien fait pour elle à part la jouer au ping-pong. Aujourd'hui, elle est chez le procureur de la République à Kirundo. Menacée par la faim et la soif, elle n'a rien. Elle est dans des difficultés. Le seul péché qu'elle a commis est d'être membre du parti SNL. Pour le moment, cette famille ne sait pas à quel saint se vouer. Elle ne peut même pas retourner sur sa colline de peur des Imbonerakure. Elle a choisi de camper devant le bureau du procureur pour demander justice. La rédaction a essayé de joindre le gouverneur de la province Kirundo, mais en vain. Merci à Walter Kwizera et point final à cette édition. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. À la présentation, vous étiez avec Trésor Nyongabo et Steve Nyongeko à la manette. Passez une agréable soirée. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine complet pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.